on pense beaucoup à tout ce qui est la transition énergétique. Il y a beaucoup de ce qui se passe là, qui est les résultats de l'activité des organisations. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a des gestionnaires qui sont là, qui prennent des décisions. Une des choses qui m'intéresse le plus, c'est comment justement on fait les gestionnaires et les organisations passer à l'action. Bonjour à tous et bienvenue sur Dirigeants et Stratèges, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, de leadership et d'impact social. Je suis Anissé Fangwa, professeur en stratégie à l'Université McGill. Aujourd'hui, notre invité, Luciano Barrancruz, est professeur titulaire en stratégie à HEC Montréal. Luciano est également directeur et cofondateur du pôle Ideos, président du conseil d'administration de la Maison de l'innovation sociale. Il est également membre du comité d'administration du groupe 3737 et de Centraide. Bonjour Luciano. Bonjour. Merci beaucoup de prendre part au jeu de cette interview aujourd'hui. Luciano, tu es un chercheur prolifique et professeur titulaire en stratégie à l'Université d'HEC Montréal. Tu as obtenu ton doctorat à l'Université Jean Moulin de Lyon 3. Aujourd'hui, tu es directeur de la transition vers la durabilité et membre du comité de direction d'HEC Montréal. Tu es aussi directeur et cofondateur du pôle Ideos, qui est un centre de recherche sur la gestion de l'impact social. Tu es aussi le président du CA de la Maison de l'innovation sociale, une organisation à but non lucratif dont la mission est d'éliminer les obstacles qui se dressent entre une idée ayant un impact social et environnemental positif et sa mise en œuvre. Et tu es également membre du conseil d'administration du groupe 3737. Et récemment, tu as été nommé membre du conseil d'administration de Centraide, qui est la plus grosse organisation à but non lucratif du Québec. Merci d'être là. Mais je pense qu'avec un CV aussi long, ma première question est totalement justifiée. Où est-ce que tu trouves l'énergie? Comment tu fais pour passer d'un sujet à l'autre, d'une organisation à l'autre, et arriver à rester non seulement performant, mais ayant une réputation d'être un top achiever qui est établi aujourd'hui. Merci beaucoup, Anicette, pour d'abord m'avoir invité à participer de ces projets-là, que je sais qu'ils commencent et que je souhaite qu'il y ait beaucoup de succès. Je pense que c'est un projet important. Moi, d'abord, je voulais dire aussi que ça me fait plaisir de pouvoir faire ça avec toi, justement, que je sais très bien la vision que toi as un peu pour la gestion et ce qu'on doit accomplir en tant que professeur de gestion et de stratégie. Et aussi le fait qu'on puisse le faire comme on est à Montréal, qu'on puisse le faire aussi en français, parce que bien entendu, on peut le faire en anglais, mais je pense que ça donne un peu ce caractère un peu montréalais. Donc, je trouve ça intéressant aussi, pertinent. Donc, merci pour ça. Donc, écoute, la question de l'énergie, c'est difficile à dire. Moi, je dirais que j'ai toujours eu beaucoup d'énergie dans la vie là, pour faire plein de choses. Je naturalise un peu plein de choses que je fais là. Je trouve juste naturel, étant donné les ambitions que j'ai et les genres de visions que j'ai, de type de carrière que j'ai vu développer. Donc, pour moi, toujours le choix de devenir professeur, c'était un choix justement de pouvoir me donner la liberté de faire plein de choses différentes. Okay. Donc, je voyais toujours cette carrière comme une carrière qui permettait de faire ça. Donc, c'est comme si tu es dans une même carrière, tu fais plein de choses différentes. Donc, tu n'as pas besoin de changer de job là pour t'épanouir sur des choses différentes. Et donc, même si je sais qu'il y a parfois une tendance à vouloir trop se focuser sur un aspect pour être extrêmement pointu et performant, à la fois juste sur la recherche ou un peu plus sur l'enseignement de certains groupes. Parfois, il y a des gens qui sont un peu plus dans les transferts. Mais moi, justement, ce que je trouvais intéressant dans cette profession, c'était toujours l'aspect qu'on pouvait faire les trois. Okay. Et moi, je me suis donné un peu comme défi depuis des années, c'est de faire un peu les trois, d'essayer de faire les trois. Quand tu dis trois, c'est enseignement, recherche et service? Exactement. Okay. Et moi, j'essaie de les faire du mieux que je peux, ces trois niveaux-là. Ce qui m'amène à avoir plein d'implications différentes. Mais ce que je pense aussi, au niveau personnel,
Je pense que ça, c'est ma source d'énergie aussi, parce que je vois tellement de choses différentes qui me nourrissent, en fait, qui me permettent de m'épanouir, de ne pas être toujours sur la même chose. Et ça, en fait, au lieu de me fatiguer, ça m'énergise, parce que là, quand j'arrive en classe, étant donné toutes mes expériences, mes possibilités au niveau des services, des contacts avec les différents écosystèmes, j'ose espérer que ça me permet aussi de faire une classe peut-être un peu plus intéressante avec les étudiants et avec les différents publics, justement parce que j'ai une certaine expérience vécue dans les domaines que j'enseigne. En même temps, les types de recherches que j'essaye de faire, et de plus en plus, c'est une recherche qui a un impact sur le terrain, qui est en collaboration avec les organisations. Ça termine pour devenir aussi comme une expérience, en fait. Ouais. Et qui vient nourrir l'enseignement aussi. Et donc, l'effet de circuler, je pense que ça me donne beaucoup d'énergie. Et l'autre chose, je me vois toujours comme une personne qui est très mission-driven. Donc, moi, dès le début de ma carrière de professeur, moi, je me suis donné un peu cette mission que je voulais, OK, comment, en tant que professeur en gestion, j'ai pu éventuellement changer la vie des gens, oui, c'est sûr, mais principalement dans tout ce qui touche la question des protections, résilience environnementale, mais principalement pour s'adresser à des questions d'inégalité sociale. Donc, comme petite anecdote, là, je me rappelle, après avoir terminé mon doctorat, je me rappelle quand j'arrive à HEC, il y a 15 ans, j'avais à mon bureau, j'avais mis comme une feuille que je mettais comme une phrase là, que c'était comment résoudre les problèmes de pauvreté et des inégalités. Et je voulais les voir là. Et je garde ça en tête. Et en plus de ça, je l'ai mis en 4 langues. Oh, wow. Pourquoi je l'ai mis en 4 langues? Parce que justement, j'avais déjà cette préoccupation que la langue, elle représente une culture, elle représente une vision du monde. Et étant donné qu'on est dans une terre d'immigration comme Montréal, comme le Québec, ces enjeux d'inégalité et pauvreté aussi, dépendamment d'où on vient, elles vont avoir des conséquences aussi différentes, on va l'expérimenter de façon différente. Et donc, cette question de diversité aussi, elle était importante pour moi. Voilà. Donc, et les 4 langues, c'était lesquelles, juste par curiosité? C'est les 4 langues auxquelles moi je suis exposé pour différentes raisons. Là, que c'est le français, l'anglais et bien entendu, je suis brésilien d'origine, donc le portugais. Et donc, j'ai tout un côté de ma famille qui est un peu plus hispanophone, du côté de ma conjointe, et donc l'espagnol aussi. Génial. Justement, tu parlais du Brésil, tu parlais de ta carrière. Est-ce que tu peux un peu nous raconter le cheminement, comment tu pars du Brésil et les différents choix, décisions, opportunités qui te sont arrivées pour arriver à cette position aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille de classe moyenne au Brésil. J'ai eu la chance de grandir dans un quartier dans lequel, justement, j'avais accès à des gens de tous genres, des statuts économiques, sociaux. Et ça, c'était quelque chose d'intéressant, je pense, pour moi, parce que ça m'a permis toujours d'avoir un contact avec différentes formes de réalité. Le Brésil, c'est clair que c'est un pays avec un potentiel énorme, avec plein de bonnes choses, mais aussi un pays qu'il y a beaucoup d'inégalités, tu vois, et qu'elles sont très visibles. Et donc, moi, je me rappelle dès le début, un peu, quand j'étais petit, là, je me rappelle que toutes ces questions un peu d'inégalité, c'était des choses qui me frappaient beaucoup. Là, j'avais un peu de mal à comprendre parfois la situation de certaines familles de mes amis. Et je me rappelle des situations dans lesquelles c'était Pâques, par exemple. Je me rappelle que mon père me prenait, me mettait dans la voiture, allait s'acheter du chocolat et s'arrêtait devant des bidonvilles, là, et donc ouvrir la fenêtre. Il avait plein d'enfants qui arrivaient là et il nous faisait donner un peu ces chocolats-là. Et là, ça, c'est quelque chose que je trouvais intéressant, mais en même temps, ça m'a frappé. J'avais une certaine peur au début, tu vois, et j'avais un peu de mal à comprendre, mais pourquoi c'est ça, tu vois. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui a resté aussi dans ma famille. Il a eu toujours, mon père, ma mère, toujours cette préoccupation de, écoute, il faut qu'on soit attentif aux gens et qu'on se préoccupe à la situation des autres, là, qu'on essaye de les soutenir et tout.
Et ça m'accompagnait toujours. Donc là, quand j'ai grandi un peu, donc je suis allé à l'université, j'ai décidé que je voulais faire de la gestion. Je me sentais bien là-dessus. Et je fais de la gestion dans l'Université fédérale de Rio Grande do Sul, au Brésil, à Porto Alegre. Et ensuite, j'ai continué vers ma maîtrise. Et ensuite, j'ai fait mon doctorat en co-tutelle, justement, entre une université brésilienne et une université française. Et donc, justement, là, quand j'étais là, je me suis dit, écoute, c'est peut-être là que j'aurai l'occasion de réfléchir un peu plus comment j'ai pu connecter ce qui semble quelque chose que j'aime faire, que c'est la gestion, avec ce qui semble être une préoccupation profonde que j'ai chez moi, que c'est les inégalités, et comment faire en sorte qu'on peut améliorer les conditions de vie des autres. Et donc, c'est de là que j'ai commencé à orienter un peu plus ma recherche et les choses que j'allais faire dans ce sens-là. Ce que je trouve très drôle, c'est que justement, moi, avant d'entrer à la maîtrise, moi, j'ai commencé une carrière dans une banque. Et donc là, je travaillais dans une banque. Ça allait super bien aussi, mais je me rappelle très bien qu'au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, non, je veux aller faire une maîtrise, un doctorat pour éventuellement pouvoir me guider un peu plus vers ce que j'avais comme ambition, que c'était de travailler sur ces questions-là qu'aujourd'hui on appelle un peu plus de transition, là, mais qu'ils ont d'inégalités, des questions environnementales. Donc, c'était un peu ça le parcours au début qui m'ont amené à commencer à faire des activités de recherche sur des questions des inégalités, connectant ça avec les stratégies, des questions environnementales. Mais un autre facteur qui toujours m'a marqué, c'est que moi, j'aimais pas trop quand je voyais, par exemple, des activités dans l'académie, je commençais à trouver trop déconnecté. Tu vois, voilà, et de la réalité, ce que je veux dire par la réalité, c'est des organisations même qui sont sur le terrain qui essayent de faire ce genre de choses. Donc, j'appréciais le fait qu'on théorisait sur ça, mais je me disais, non, mais il faut que j'aille au-delà de ça, parce que oui, ça c'est bien, il faut qu'on le fasse. Mais je pense que même pour qu'on soit capable de faire que des gestionnaires commencent à nous écouter un peu plus, commencent à être un peu eux-mêmes convaincus qu'il faut agir là-dessus, il faut qu'on travaille aussi ces côtés de la légitimité de la chose, c'est que on fait la démonstration que nous aussi, on est sur le terrain, on est avec eux, on n'est pas là juste pour les évaluer, ce qu'ils font, et après dire ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais aussi, on prend la responsabilité avec eux. On fait des projets avec eux, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et donc, on est un peu plus avec ces différentes formes de gestionnaires-là. Donc, c'est un peu le parcours que j'ai commencé à bâtir à partir de là. Et c'est ça qui m'a amené à toute cette histoire de vouloir, faire une bonne recherche, mais aussi être connecté dans les transferts, être connecté dans les organisations et essayer de cheminer là-dessus. Merci beaucoup pour ce parcours, ce voyage. Une chose que tu as dite qui a résonné un peu avec ma propre expérience, c'est que moi aussi, j'ai commencé non pas en banque, mais plutôt en conseil en stratégie chez LEK. Et je faisais beaucoup de due diligence. C'est une super entreprise avec un très grand cœur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais choisi de les rejoindre. Mais j'étais à un moment un peu fatigué de rendre le riche plus riche. Et je me posais la question de comment je peux contribuer à faire avancer les choses, avoir un impact social un peu plus positif. Et j'avais une certaine responsabilité, j'avais un sens de responsabilité de me dire que je viens d'un milieu du Cameroun, famille moyenne, pareil. Et j'avais eu l'opportunité de sortir de là, d'avoir une très belle éducation, d'être en contact avec des gens vraiment géniaux. Et j'avais cette responsabilité de me dire que moi, j'ai la possibilité de faire des choses que des millions d'autres personnes avec qui j'ai grandi, que j'ai côtoyé, ne pourraient pas faire. Donc, plutôt que de juste essayer de m'enrichir tout seul, essayons plutôt d'avoir un impact significatif le plus large possible. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui résonne avec toi, ce sens de responsabilité-là. C'est tout à fait. Je pense que c'est très juste ce que tu dis là, parce que c'est clair qu'on peut vivre des années dans un autre pays. Ce pays devient notre pays aussi. Donc, on se sent vraiment... Moi, je me sens aujourd'hui québécois et canadien. Mais c'est clair qu'en même temps, je garde toujours le côté brésilien avec moi. Je me rappelle très bien de plusieurs personnes qui étaient avec moi et qui peut-être n'ont pas eu les mêmes chances, les mêmes occasions, n'ont pas pu faire
certaines choses qui éventuellement moi j'ai pu. Et moi je sens cette responsabilité aussi et je la sens pas d'une façon pression, tu vois, je la sens au contraire. Comme une bonne responsabilité. Pour revenir à ta question sur l'énergie, c'est une des autres choses qui me donne une énergie énorme, là, c'est de penser justement quand je vais faire tous ces projets-là, c'est parce que aussi, je pense que c'est la bonne chose à faire, tu vois, c'est-à-dire je suis en train de faire quelque chose auquel peut-être d'autres aimeraient avoir cette possibilité-là. Et donc, moi, je l'ai. Donc, il faut que j'essaye d'aller plus loin, tu vois, et que j'essaye de bâtir des choses structurantes, étant donné, tu vois, la position à laquelle je suis arrivé dans certaines structures, dans certains comités. Donc, je me donne aussi cette responsabilité-là et même dans certaines structures, de parfois être un peu un agent de changement, tu vois, et d'essayer de faire bouger les choses. Ouais. OK. Génial. Et justement, faisant face à cette question de la responsabilité, il y a aussi une autre question qui est un peu sous-jacente, c'est celle du mentorat. C'est-à-dire avoir un environnement de personnes qui sont capables de te motiver, qui ont atteint un certain statut et qui peuvent justement servir de tremplin pour une génération future. Et je pense que toi aussi, tu es un très bon mentor pour moi, d'ailleurs. Merci beaucoup pour ça. Merci. Et je voulais savoir si tu pouvais un peu parler de comment tu as pu expérimenter cette réalité-là. Écoute, moi, j'ai eu quelques personnes, je dirais, tu sais, dans ma vie que c'est clair qu'elles ont été importantes, ils sont toujours importantes, tu vois, à la fois d'un point de vue plus carrière académique, tu vois, mais aussi personnel, tu vois. Donc, moi, je mentionnerais 2 personnes notamment. Donc, c'est clair que mon père a toujours joué un rôle super important sur moi, principalement sur la question d'un point de vue plus personnel, tu vois. Donc, c'est-à-dire tu sais, des questions de valeurs et viser toujours faire la bonne chose, tu vois. Viser faire la bonne chose, viser soutenir les autres, respecter les gens, tu vois, faire les choses proprement, finir les choses que tu commences, tu vois. Donc ça, c'est comme des mantras un peu que je peux pas m'empêcher, tu vois. Même si, écoute, je vois mon père parfois 1 fois ou 2 ans, là, parce qu'il habite toujours au Brésil, mais je peux pas m'empêcher de toujours, quand je suis sur quelque chose, de me rappeler de ça, tu vois. Et ça, je pense que c'est une espèce de mentorat qui reste un peu à la vie, tu vois, et qui pour moi, c'est important. Une autre personne qui a été super importante pour moi, c'était justement mon superviseur de maîtrise et aussi de mon doctorat du côté brésilien. C'était le professeur Eugenio Ávila Pedroso, qui est décédé notamment très jeune l'année passée. Donc c'est très dommage, mais c'est quelqu'un qui m'a appris énormément. Par sa façon justement de voir l'académie, c'était quelqu'un qui avait une grande générosité avec ses étudiants. Il y avait aussi une vision, tu vois, de ce travail-là, qu'elle allait au-delà de juste, écoute, les classiques, là, OK, on va faire une recherche, on va publier un article, c'est bien, il le faisait aussi, il nous encourageait à faire, mais c'est de voir un peu plus large, tu vois, d'avoir cette préoccupation sur la société, c'est de penser d'une façon un peu plus ouverte sur les différents challenges qu'on fait face. Et c'est lui qui m'a introduit à quelqu'un, un auteur qui principalement pendant ma thèse et qui continue à me guider un peu dans ma pensée, que c'est Edgar Morin, que c'est un philosophe français très connu, et tout ce qui est la théorie de la complexité, justement, que c'est quelque chose à laquelle je crois beaucoup. Et justement, je pense qu'une des raisons pour laquelle j'essaie de faire tellement de choses différentes, c'est parce que je crois, moi, dans la linéarité un peu des choses. Je pense que justement, quand on fait des choses différentes, tout est systémique, hein? Donc les choses se connectent, viennent nourrir les unes aux autres, tu vois. Et donc, parfois, tu fais quelque chose que tu n'as aucune idée, qui d'ici 3 ans vont t'amener à quelque chose d'autre, tu vois. Donc ça, je dirais que c'est du côté un peu plus les personnes qui m'ont influencé. Pour plutôt, tu sais, essayer de jouer un peu ces rôles avec d'autres, je dois t'avouer que c'est pas quelque chose auquel j'ai réfléchi beaucoup de façon intentionnelle, tu vois. Je pense que je devrais commencer à réfléchir un peu plus, étant donné certaines positions dans lesquelles je commence à arriver, de pouvoir peut-être faire un peu ça de façon plus concrète. Mais ce que j'essaie de faire, c'est juste, tu sais, d'être là pour les gens quand ils ont besoin, tu vois. C'est juste ça, pas de façon très explicite, mais
d'essayer de créer des occasions, principalement pour des gens que je vois qui ont une vision, tu vois, qui ont une attitude principalement, tu vois. Ce que j'aime, c'est toujours des gens qui ont une attitude, qui démontrent ce qu'elles veulent surpasser des défis, qu'elles veulent faire des choses. Et ça, je veux être là pour soutenir, parce que je pense qu'il y a trop de monde qui vont être là toujours pour te dire ça marche pas, prends pas des risques, ça c'est bon, c'est pas le bon schéma pour que tu y arrives, tu vois. Et moi, je suis convaincu qu'il y a tellement d'exemples des gens, tu vois, qui ont des parcours qui sont pas linéaires, qui vont dans différents sens et qui terminent pour avoir des carrières ou des vies extraordinaires. Que je pense qu'il faut encourager un peu plus les gens à faire des choses, tu vois, à s'essayer. Donc, c'est un peu ça que je pense. Ouais. Génial. Merci beaucoup pour ces réponses. Revenons un peu sur ta recherche. Notamment, il y a plusieurs thèmes et on va essayer de couvrir quelques-uns d'entre eux, notamment d'abord le développement durable, la durabilité. Tu es directeur de la transition vers la durabilité à HEC Montréal, mais ta recherche porte aussi sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui sur cette transition? Où est-ce que nous en sommes en tant qu'humanité, en tant que système, mais aussi qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment on pourrait mieux appréhender cette question? Tout à fait. Donc, peut-être pour le faire, une des choses pour les gens qui vont nous entendre là, qu'on avait combiné un peu, c'est que je prendrais un moment peut-être pour expliquer un peu le pourquoi de la chose, n'est-ce pas? Donc, pourquoi se préoccuper à ça, c'est si important. Donc, peut-être avant de parler de ces pourquoi-là, c'est de quoi on parle, tu vois? Donc, je pense que quand on parle de la transition durable, moi, j'aime beaucoup dans l'idée de transition, l'idée de mouvement, l'idée de dire, écoute, on est en mouvement vers quelque chose d'autre. Et cette quelque chose d'autre, là, c'est clair que quand on pense à la transition durable, on pense beaucoup à tout ce qui est la transition énergétique. On va penser beaucoup au fait qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, principalement le carbone. Donc, il faut décarboner l'économie. Donc, on est très là-dedans. Donc, il faut passer par une transition pour qu'on arrive là, dans cette décarbonation. Et pour y arriver, donc, ça nous prend concrètement qu'on change un peu notre matrice énergétique et je vais essayer d'expliquer un peu ça. Mais moi, ce que je voulais préciser au niveau du quoi, un peu, c'est que, oui, il y a toute cette notion environnementale qui vient avec, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est très systémique, à mon avis. Donc, on ne peut pas isoler cette question environnementale de la question sociale et de la question économique. Donc, il y a plein d'enjeux associés à cette transition, à cette décarbonation, qui sont des enjeux de justice, par exemple, climatique. Il y a certains groupes sociaux qui vont faire face à plus de défis que d'autres. Il y a certains groupes qui vont bénéficier plus aussi de nouvelles opportunités économiques. Et c'est de là un peu, je pense, une partie de notre travail, c'est de voir comment certains de ces groupes, ils peuvent aussi devenir des acteurs de cette transition et pas juste de l'observer de côté comme un peu d'habitude. Donc, il y a ça. Et c'est bien entendu, il y aurait le côté économique parce que ça va changer l'économie, donc on s'en va là. Donc, je pense que c'est important de les positionner, que oui, à la base, on les pense comme un problème environnemental, mais que c'est un problème, en fait, complexe. Et par complexe, c'est qu'on veut dire là, c'est que ça touche différentes dimensions, ça touche le social, ça touche l'économique aussi, et plus que ça. Quand on dit que c'est complexe, ça veut dire qu'en fait, même si on apporte une solution qui va régler une dimension, il y a de grandes chances qu'on va créer de nouveaux problèmes. C'est juste comme ça. Et ces problèmes vont se passer peut-être dans une autre dimension, dans la dimension sociale, dans la dimension économique. Donc, il faut justement qu'on soit jamais dans une posture de dire, écoute, on a la solution ultime, mais plutôt dans une posture de mouvement. OK, on fait ça, ça va créer ça, comment on travaille maintenant sur ces autres défis auxquels on fait face. Donc, pour moi, c'est toujours important de positionner ça, déjà pour qu'on ait une posture un peu plus humble par rapport à cette question de la transition. Après, ce que je voulais peut-être, juste pour laisser clair, et j'essaie de faire ça beaucoup dans mes cours, c'est de laisser clair pourquoi c'est si important. Alors, donc, une fois qu'on définit un peu de quoi on parle, que c'est un problème complexe qui touche différentes dimensions, pourquoi ça c'est important? Et donc là, c'est justement que j'ai apporté quelques diapositives juste pour montrer à tout le monde, là, certains éléments que je pense que sont importants. Donc, en premier, c'est clair que quand on parle de transition,
il y a une date qui est super importante, c'est l'accord de Paris 2015, parce que dans l'accord de Paris 2015, c'est là qu'on va avoir une espèce de consensus, moins temporaire à l'époque, pour se dire, écoute, les problèmes, il existe. Okay? C'est pas nécessairement qu'on arrive à toutes les solutions, mais on arrive à un consensus pour se dire, les problèmes de l'accélération du changement climatique, j'insiste sur les mots accélération, il existe, il est là. On les reconnaît qu'il existe. Et à ce moment-là, il faut qu'on se dote de mécanismes, des stratégies, des actions pour qu'on puisse, d'ici quelques décennies, faire en sorte qu'on arrête les conséquences associées à cette accélération du changement climatique. Et c'est de là que vient la transition et qui vient décarboner l'économie. On se donne normalement cette date de 2050 pour qu'on arrive là à la décarboner. Et normalement, on va utiliser ces chiffres de 1,5 degrés ou de dire qu'il faut qu'on soit en bas de 1,5 par rapport à l'ère industrielle. OK. Donc, c'est un peu ça la référence qu'on va utiliser. Et pourquoi on parle de ça? Donc ça, c'est que j'inviterais tout le monde à regarder dans les diapositives que j'apporte là. Il y a normalement 3 diapositives que j'aime montrer, justement pour créer même ce débat avec mes étudiants, parce que on sait qu'on vit dans des sociétés qui sont quand même polarisées. On sait que tous ces débats autour de la transition, du changement climatique, sont un peu capturés par les politiciens parfois, tu sais, pour polariser un peu la population, mais je pense que c'est très important qu'on se base aussi sur les faits de ce qu'on sait avec les données qu'on a disponibles. Okay? Et moi, mon bémol toujours, c'est de dire, écoute, la science, à la base, on peut toujours la challenger, et c'est ça qu'on fait en tant que chercheur, n'est-ce pas? On est toujours en train de se challenger. Mais quand même, on se base toujours au maximum sur des faits. On a une méthode pour arriver à nos données. Exactement. Et donc, on veut croire que ces méthodes, quand même, ils nous permettent d'avoir une certaine rigueur pour qu'on ait une certaine forme de connaissance. Donc, c'est quoi la connaissance que nous avons aujourd'hui? Donc, un premier graphique, c'est qu'il nous démontre, on donne la source là, donc le site de la NASA, il consolide des données intéressantes justement sur les concentrations des gaz à effet de serre, des CO2 sur l'atmosphère. Et là, ce graphique, il nous montre sur 1 million d'années. Dans les derniers 1 million d'années, c'était quoi la concentration de CO2 sur l'atmosphère? Et ce qu'on va observer, justement, c'est que nous avons 2 sources de données. Là. Il y a une qui est justement de la glace, là, qu'on va aller capturer un peu, c'était quoi la concentration. Et après, il y a des mesures un peu plus modernes qu'on est capable d'aller directement sur l'atmosphère pour capturer ça. Et ce qu'on observe, c'est justement que s'il y a une chose qui a toujours se passé, en fait, dans cette planète, c'était les changements climatiques. Donc, les changements climatiques, si on prend les émissions de CO2, je vais expliquer pourquoi ça, comme la proxy un peu, pour justifier que les changements climatiques se passent. Là, on voit dans les graphiques qu'il y a toujours des hauts et des bas, là, qui s'est passé. Mais là, c'est clair aussi qu'on observe qu'il y a quelque chose qui se passe à partir principalement de l'ère industrielle, là, de la révolution industrielle, c'est que ces concentrations, elles augmentent de façon exponentielle. Là, on est en 1850. Exactement. Donc, on peut voir un peu par les graphiques, là. Et donc, ça continue d'augmenter. Si on prend après la Deuxième Guerre, qui c'est une période encore plus grande, là, d'exploration des énergies et tout. Donc, ça continue à augmenter. Donc, déjà, ce qu'on peut voir par ça, c'est ces 2 constats, que la température a toujours, ou que le climat, ou que les concentrations de CO2 ont toujours changé. Et le deuxième constat, c'est que cette concentration, elle arrive à une exponentielle qui semble être de jamais vue dans les données que nous avons disponibles. Donc, pourquoi ça c'est important? Parce que justement, il y a les fameux effets de serre naturels qui, en gros, c'est quoi que ça va faire? Donc, il y a les rayons de soleil qui entrent sur la planète. Donc, on peut observer dans les graphiques, là, donc de ces rayons-là, il y a une portion qui va venir, qui va revenir vers l'espace, il y a une portion qui est absorbée par la Terre, ce qui est super bien. C'est ça qui nous permet de vivre, d'avoir la vie là-dessus. C'est parce que ça réchauffe la planète à une certaine température qui permet à la vie de se passer. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a une portion ou des types de rayons, là, des rayons rouges un peu, qui vont, quand ils vont ressortir un peu, ils seront très sensibles, en fait, à cette couche de gaz, en fait, qu'on aurait sur l'atmosphère. D'accord. Et l'affaire, c'est que si on observe que la concentration de gaz, elle augmente,
et elles deviennent de plus en plus épaisses. Okay. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que ça va bloquer de plus en plus aussi ça, ces rayons-là, et ça va faire en sorte qu'il y a plus de ces rayons qui vont en fait revenir. Okay. Et ça, c'est problématique pour une série de raisons, parce que bien entendu, ça va faire en sorte que ça réchauffe, mais aussi il y a beaucoup des effets de feedback un peu qu'on appelle. Dans les systèmes, c'est que, par exemple, on sait que la calotte polaire, ça, c'est un bon moyen aussi pour refléter la lumière du soleil, par exemple. Et on sait que de plus ça réchauffe, le plus ça réduit, en fait, ces calottes polaires. Donc là, on entre dans des feedbacks... négatifs. C'est ça. Négatifs pour nous, là, mais qui vont, en fait, se resserrer, là. Et donc, il y a plein d'autres, comme ça, de ces feedbacks qui vont se passer. Donc, on sait que si on augmente les concentrations de CO2, ça va nous amener éventuellement à une couche plus épaisse. Et en le faisant, ça veut dire que ça augmente les chances que ces rayons les restent capturés là-dedans et que ça réchauffe. Et alors, la question qui reste normalement quand je suis en train de donner ces cours-là, c'est les gens demandent, OK, mais est-ce que ça, c'est pas juste un phénomène naturel, tu vois? Est-ce que c'est pas quelque chose qui se passerait de toute façon? Et là aussi, il y a des données intéressantes là-dessus parce que c'est clair que les chercheurs se posent cette question aussi. Est-ce que c'est l'activité humaine? Est-ce que c'est l'activité humaine? Est-ce que c'est nous? Et là, je prends ici un graphique d'un des derniers rapports de la GIEC, IPCC en anglais, qui va en fait faire cette observation-là. Et ce qu'on observe dans les graphiques, c'est en rose, là, on voit un peu c'est que c'est les greenhouse gases qui viennent de l'activité humaine. On voit les causes naturelles en vert. Et donc, on voit les causes combinées, humains et plus causes naturelles en gris. Et là, les observations réelles là, en noir. Donc, si on regarde ces graphiques, ça reste assez clair les contributions naturelles de tous les phénomènes naturels de la planète. Donc, ils nous amènent à un certain niveau. Mais ce qui contribue énormément au niveau qu'on observe aujourd'hui, vraiment, c'est l'activité humaine. C'est ça qui fait les deltas augmenter, en fait, et ça crée la grosse différence. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'avec les données qui sont disponibles aujourd'hui, il n'y a pas de doute que c'est l'activité humaine qui nous amène là. Et si c'est l'activité humaine, ça veut dire qu'on a encore plus une responsabilité. Et c'est quoi cette activité humaine qui nous amène là? C'est principalement l'effet qu'on brûle des combustibles fossiles, donc pétrole, gaz, charbon. Aussi l'effet qu'on utilise ces combustibles fossiles pour éventuellement créer d'autres choses, pour du plastique, pour des pesticides qui vont être utilisés en agriculture et tout. Notre façon de faire l'agriculture qui fait en sorte que de plus en plus on va utiliser des terres et qu'éventuellement on va couper des forêts et en les faisant, donc on réduit aussi notre capacité naturelle à absorber. Donc, tout ça nous amène un peu à cette conclusion que oui, il y a une activité humaine pour un développement économique d'une certaine façon qui nous a amenés là. Une fois qu'on a posé tout ça, et je pense que je parle déjà, ça fait longtemps, mais c'est là qui nous amène en fait à ta question. Pourquoi c'est important alors qu'on fasse ça au niveau d'une école de gestion ou comme HEC Montréal et plein d'autres qui le font présentement et qui réalisent l'importance de ça. Donc, justement, parce qu'il y a beaucoup de ce qui se passe là, qui est les résultats de l'activité des organisations, des entreprises. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a des gestionnaires qui sont là, qui prennent des décisions. Ou sinon, il y a des gestionnaires publics qui vont aller vers les gouvernements pour prendre des décisions sur des réglementations, sur des politiques. Et moi et plusieurs autres font l'hypothèse que la façon comme ils sont formés sur les types de théories, les types d'hypothèses qu'ils sont formés dans des écoles de gestion des pointes, ça va influencer aussi la façon éventuellement comme ils vont essayer d'être en tant que gestionnaires. Et donc, c'est un peu de là qui vient mon rôle, par exemple, à HEC, qui c'est un rôle d'essayer de travailler avec les collègues, d'encourager que de plus en plus, au niveau de l'enseignement et de la recherche, on puisse intégrer ces genres de préoccupations-là dans les cours, pas juste des cours obligatoires, mais des cours obligatoires titrés
en transition au développement durable, mais dans toutes les sphères de la gestion, comment on peut intégrer ces genres de questions-là. Okay. Mais aussi, une école de gestion est une organisation en tant que telle. Donc, elle produit des déchets, elle a ses émissions de CO2, elle fait des investissements, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer aussi l'exemplarité de ces organisations-là? Donc, je m'arrête un peu là, tu vois, mais c'est juste pour donner un aperçu de quoi on parle quand on parle de transition, pourquoi c'est important. Il y a un peu de comment ça se traduit un peu dans mon rôle avec ces chapeaux-là de transition durable HEC. Génial, génial. C'est très clair. À un moment, je me suis cru dans un cours de physique et j'étais un peu impressionné qu'un prof de gestion puisse entrer dans des éléments techniques aussi précis. Merci beaucoup pour ça. Du coup, tu as parlé de formation. Et de la nécessité de changer les bases théoriques et les hypothèses que les étudiants et futurs gestionnaires ont dans leur conception de leur organisation, dans leurs différentes initiatives et les prises de décision qu'ils vont faire. Qu'est-ce qui peut être fait? Plutôt, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je crois qu'au travers des programmes d'enseignement, que ce soit en EMBA, que ce soit au niveau des différents masters, comment tu arrives à susciter justement cette transformation de la façon de penser et l'intégration de ces réalités physiques dans la prise de décision des gestionnaires au quotidien? C'est ça. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est un peu donner des pistes des choses qu'on fait. Je pense que dans certains cas, on a des bons résultats. On ne peut pas dire que c'est toujours le cas, tu vois, parce qu'on est beaucoup dans des démarches aussi d'expérimentation, d'essayer des choses. Et c'est ça aussi le rôle du chercheur, d'essayer de comprendre un peu et de plus en plus, en fait, comment on fait ça. Et donc là, certaines pistes de réflexion que j'aimerais proposer à tout le monde, c'est que pour moi, une des choses qui m'intéresse le plus, c'est comment justement on fait les gestionnaires et les organisations passer à l'action. Et moi, j'aime beaucoup, dans différents programmes et projets que je développe, j'aime beaucoup un peu séparer les différentes phases. Donc, je pense qu'il y a des phases de sensibilisation, il y a des phases de prise d'engagement, il y a des phases de passage à l'action, il y a des phases éventuellement, justement, de pérennisation, de gestion des résultats, des impacts qu'on peut avoir. Donc, je pense que dans beaucoup de ce qu'on fait, dans des cours plus classiques, on vise beaucoup tout ce qui est la sensibilisation, tu vois. Et donc, la sensibilisation, c'est cette phase-là entre se dire, écoute, est-ce qu'on est capable de passer un certain contenu, une certaine information, et que les gens vont vraiment comprendre ça et éventuellement les intégrer, tu vois. Et ça semble évident, mais c'est pas si évident, tu vois. Moi, je prends pas par acquis que parce que je donne un cours obligatoire à un certain nombre d'étudiants, qui tous comme output à la fin, ils sont sensibilisés, tu vois. Donc, je pense que déjà là, dans cette phase, il y a des efforts énormes à faire et il faut que de plus en plus, on apprenne comment le faire. Donc, pour apprendre à comment le faire, je pense qu'il y a certaines choses qui, dans mon expérience, j'ai observé. Une première, que je trouve que c'est un fondamental, c'est que je pense qu'il y a, principalement quand on va dans des cours plus obligatoires ou de la massification de ce genre de concepts, on va rencontrer des gens qui sont parfois n'ont jamais entendu parler de ça. Ou des gens même qui sont carrément, ne croient pas à tout ce qu'on est en train de discuter ou ne pensent pas que c'est important, ont une autre vision. Et je pense qu'une des choses que c'est important, c'est de ne pas vouloir moraliser les gens et mettre les gens de côté de vous êtes mauvais parce que vous faites ça et nous on est bon parce qu'on sait comment ça devrait être fait. Tu vois? Donc je pense que dès le moment qu'on commence à faire ça et pointer les doigts, déjà on perd les gens. On perd les gens parce que les gens vont se dire écoute, de toute façon, OK, donc si jamais tu as raison, je ne le fais pas et si j'essaie de faire quelque chose, je serai critiqué parce que c'est jamais assez, donc je tombe dans l'inertie, je fais rien. Donc ça, c'est une première chose que je trouve que c'est super important au moment qu'on va bâtir ces formations, c'est de ne pas moraliser les gens. Et en connexion avec ça, c'est que je pense que c'est super important
c'est qu'on vit de plus en plus dans une société qui est super polarisée. Ouais. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de politiciens qui capturent tous ces débats-là pour des objectifs politiques, en fait, justement pour jouer un peu avec les gens. Et moi, je pense qu'il faut que justement, on ait le courage de faire ces débats-là sur ces questions-là. Et je m'explique. On a eu tendance, dans les dernières années, de parler beaucoup qu'il faut toujours créer des safe spaces pour que les gens se sentent à l'aise, se sentent bien de parler des choses. Ça va, les safe spaces, je comprends la raison de ça, mais en même temps, je pense que dans une certaine mesure, ça contribue à cette polarisation. Parce qu'en créant des safe spaces, c'est presque comme si, parfois, les gens ne veulent pas débattre, ne veulent pas discuter parce qu'ils ne veulent pas heurter les autres et les gens restent de plus en plus dans ces boules. Et moi, depuis quelques années, j'ai eu accès un peu à une certaine littérature qui vient même d'une littérature des auteurs des Premières Nations qui vont parler justement qu'il faut qu'on vise de plus en plus de brave space. Et c'est quoi des brave space? C'est justement qu'on parle des choses difficiles. Qu'on ait le courage de dire, voilà, on va parler aujourd'hui d'accélération du changement climatique. Et là, on va utiliser au maximum des faits, des données. On va dire c'est quoi qu'on pense par rapport à ça. On va être éventuellement en désaccord, mais on peut quand même discuter et sortir d'ici et être des amis encore. J'ai fait toujours cette blague-là. Et que ce soit pour la question de l'accélération du changement climatique, que ce soit pour la question d'équité, diversité, inclusion et d'autres. Mais il faut qu'on se parle. Et je pense que ça, c'est notre responsabilité. Et notre, comme je dis, en tant que prof à l'université. Et ça, je dis toujours aussi dans toutes sortes de formations, même quand je suis invité à aller à l'intérieur d'une organisation, je commence mes formations en disant, oui, on est chez vous, mais à partir du moment que je commence à parler, vous êtes à l'université. Et là, parfois, les gens me regardent, mais de quoi ils parlent? Est-ce qu'il veut dire qu'on est des étudiants maintenant? Et je dis non, c'est pas ça. De quoi je parle, c'est que peut-être s'il y a une organisation dans la société ou une institution là, qui doit encore tenir bon sur cette question-là de ne pas garder ces polarisations et pouvoir justement être un endroit de débat, c'est l'université, tu vois. Et pouvoir débattre avec du respect, avoir des arguments, comprendre des pour et des contre de chaque chose pour qu'on puisse avancer en tant que société. Donc, je pense que ça, c'est un élément clé quand on veut sensibiliser les gens. À la suite de ça, il y aurait toutes les phases plutôt d'engagement et passage à l'action, que je pense que ça, c'est un peu moins à l'intérieur des cours. Ça, c'est beaucoup plus à travers des programmes expérientiels qu'on peut bâtir, qui vont connecter un peu avec la recherche, les transferts, des interventions qu'on peut faire en s'associant avec des acteurs de l'écosystème. Et je pense qu'il y a des méthodes pour le faire aussi. Nous, à travers les temps, on a bâti un peu certaines méthodes, des choses qu'il faut faire pour qu'on essaye d'assurer un peu ces passages à l'action et que je pourrais commenter éventuellement, donnant des exemples de certains projets. Mais voilà, c'est un peu, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ces passages à l'action. Et je les sépare vraiment à différentes étapes de la sensibilisation à l'engagement, passage à l'action et après la pérennisation de la gestion de ces impacts-là. Je profite justement de ce que tu le mentionnes un peu, ce passage à l'action, pour te féliciter pour le projet SEED, qui vient d'être classé numéro 1 mondial en esprit entrepreneurial. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui fait le succès de cette activité-là? Et encore une fois, félicitations d'être le premier mondial. Merci beaucoup. Donc, on est vraiment très, très content de ces classements-là qui viennent de sortir. En fait, c'est un projet auquel je suis très fier, un projet qu'on a bâti depuis une dizaine d'années en partenariat avec une organisation ici québécoise qui s'appelle Desjardins. Et Desjardins, c'est une institution financière coopérative qu'ils ont un bras qui s'appelle Développement international Desjardins, qui depuis 50 ans, ils vont dans des pays en voie de développement pour pousser un peu cette idée de finance inclusive, beaucoup un peu ce qu'on appelle la microfinance,
et donc dans un esprit un peu toujours de contribuer à différents pays à travers le monde en voie de développement pour qu'ils puissent aussi se bâtir des infrastructures pour des coopératives financières dans ces pays-là et être présents pour des bénéficiaires qui sont normalement des gens en condition de marginalisation, qui n'ont pas trop accès à l'inclusion financière, à des services financiers. Okay. Et donc, c'est une organisation qui a eu un impact énorme à travers le monde et que depuis peut-être une vingtaine, trentaine d'années, donc ils ont commencé aussi à intégrer dans leur offre de services, en plus de venir bâtir cette infrastructure de finances inclusives, de pouvoir venir avec un accompagnement des entrepreneurs ou de ceux qui reçoivent parfois ces financements productifs qu'on appelle là, pour les accompagner, pour qu'ils arrivent qu'ils se donnent plus de chances d'avoir des bons résultats dans leurs activités entrepreneuriales. Et ce qui se passe, c'est que la majorité de ces entrepreneurs sont des personnes qui sont en condition de marginalisation. C'est-à-dire, on va travailler beaucoup avec des femmes, avec des personnes en milieu rural, avec des jeunes. Et nous, ça fait une dizaine d'années qu'on a commencé vraiment à travailler un peu avec eux parce qu'ils sont venus nous chercher pour se dire, écoutez, nous, on sait que vous avez toute une expérience dans les volets gestion, dans les volets un peu accompagnement entrepreneurial, impact. Et nous, on fait tous ces projets un peu partout dans le monde. Et on aimerait peut-être intégrer un volet recherche là-dessus. Parce que ce qui se passe dans plusieurs projets de ce type, c'est que Développement international des jardins va avoir accès à des subventions assez importantes des agences internationales comme Affaires mondiales Canada et d'autres. Ils vont faire des projets sur une période de 5, 6, 7 ans. Et à la toute fin, on va éventuellement évaluer les impacts, n'est-ce pas, et voir qu'est-ce que ça donne. Et là, nous, c'est qu'on a commencé à bâtir ensemble avec eux, c'était cette méthodologie pour se dire, mais est-ce qu'on pourrait faire un peu de cette évaluation d'impact au tout début, dans une approche un peu plus de recherche-intervention, recherche-action. Et là, ce qu'on a commencé à faire, c'était de venir au début de leur projet, faire ce qu'on appelle de field experiment, de faire de l'expérimentation terrain pour voir quelle est l'approche d'intervention ou d'accompagnement de ces entrepreneurs qui auraient plus de chances d'avoir un succès ou une chance de réussite. Et une fois qu'on les teste et on voit celui qui a plus de chances, et ça, on le fait à l'intérieur d'une période d'un an, un an et demi, là, il les met à l'échelle. Au lieu d'attendre jusqu'à la fin. Oui, on va le faire après en évaluation d'impact aussi, mais on se donne un peu plus de chances dès le début. Donc, pour vous donner peut-être un exemple concret là-dessus, donc il y a plusieurs années, on a fait un premier projet au Sri Lanka. Et ces projets, il s'est passé avec une institution de microfinance, une institution coopérative financière au Sri Lanka qui s'appelait Sanasa, qui avait une grande capacité d'être un peu partout dans les pays, dans les milieux ruraux. Ils avaient une université qui était associée à eux, donc aussi qui était assez important dans leurs activités de sensibilisation et des projets de recherche. Et donc là, ils avaient cette ambition de travailler avec des entrepreneurs ruraux. Et donc là, on a commencé, on a entré avec notre méthodologie. Donc là, la méthodologie, c'était qu'on a commencé avec une approche qualitative exploratoire. Donc on commence, on parle avec les acteurs locaux, on va parler avec les entrepreneurs en milieu rural, on va parler à différents acteurs qui sont autour un peu de ce qu'est la problématique auquel ils font face et qu'ils veulent résoudre. Et là, tout d'un coup, ce qu'on réalise, c'est qu'une des choses qui était importante dans ces contextes, c'était qu'il avait beaucoup de copier-coller un peu, tu sais. Donc, les gens, principalement en milieu rural, se copient énormément. C'est un classique un peu. Donc, quelqu'un s'ouvre un salon de coiffeur. Donc, dans la même rue, après, on va avoir 2, 3 autres qui vont faire la même chose. Donc, comme tout le monde offre la même chose, c'est une négociation beaucoup à travers les prix, n'est-ce pas? Et éventuellement, on va tous s'aligner sur en faillite, tu vois, éventuellement. Donc, j'exagère un peu, mais à peine. Donc, c'est un peu ça qu'on a vu que c'était les problèmes, que c'était important alors de développer un peu cet aspect créativité et innovation. Pour qu'ils se donnent un peu plus de chances de diversifier un peu et faire en sorte que l'économie un peu locale, elle puisse diversifier et avoir un peu plus de résilience locale dans cette économie-là.
Et donc là, une fois qu'on identifie ça dans la phase exploratoire, on va vers la phase de co-construction et co-design de l'accompagnement. Et donc là, on va travailler avec les acteurs locaux, ceux qui vont livrer l'accompagnement, parce que c'est pas nous, c'est les acteurs locaux. Eux, ils connaissent énormément sur les terrains, sur c'est quoi qu'on devrait faire, comment on devrait le faire. Donc, on n'arrive pas avec la prétention de les dire quoi faire. On arrive avec une méthodologie, une façon de voir les choses. Nous, on va voir dans la littérature. C'est quoi que la littérature internationale démontre qu'on peut faire pour éventuellement régler ces problèmes ou essayer de s'attaquer à cette question de faire que les gens deviennent un peu plus créatifs, tu vois, innovants. Et là, en faisant un peu ce travail, on réalise qu'il avait comme... dans la littérature, il y a un peu dans la pratique qu'on observait là, dans les pays, il avait comme deux grandes façons d'accompagner. Une façon que c'était faire la démonstration qu'il y a des grands entrepreneurs, genre, j'utilise toujours la métaphore, les Bill Gates du Sri Lanka, qui est sorti très petit comme eux, qui éventuellement sont arrivés à ce niveau-là. Tu vois? Et donc, s'ils font la même chose, ils peuvent arriver. Donc, c'est une approche très aspirationnelle. Et il y a une autre approche qui serait un peu plus de côté... écoute, dans la vie de tous les jours, vous êtes déjà très débrouillard. Vous faites la cuisine, vous mélangez des choses, les jardins, vous allez raconter des histoires pour votre enfant. Donc, vous changez chaque nuit pour qu'il puisse dormir, là. Donc, il faut être créatif. Alors, prenez cette sphère de créativité que vous avez déjà et la transposer vers une autre sphère, que ça serait la sphère de la business. Essayez de faire la même chose. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'avec les acteurs locaux, on a bâti comme un parcours d'accompagnement sur presque 3 mois, 2 parcours qui avaient le même genre de contenus avec des techniques et des outils de gestion qui étaient les mêmes, mais avec des approches qui étaient différentes. En plus axé sur l'aspirationnel, donc tous les exemples, tous les symboles, toutes les choses qu'on utilisait, ça remettait à ces grands entrepreneurs que j'ai vu copier. Et l'autre, que c'était transposer ce que j'ai fait déjà vers ma business. Et donc, bien entendu, pour le faire, on utilise un peu une des meilleures méthodes peut-être que nous avons pour créer ces relations cause-effet, là, c'est venir avec justement des études randomisées. Et donc là, on va randomiser. Dans ces cas, on a fait 500, à peu près 500 entrepreneurs. On les divisait en 2 groupes. Et là, on les fait passer par les parcours. Et bien entendu, avec plusieurs points de collecte des données, des baselines, après pendant les parcours. Et là, quand on arrive à la toute fin de cette 3e étape, ça nous donne des résultats statistiques un peu qui ressortent de ça. Et donc, dans ces cas spécifiques, c'est que ça nous a démontré, c'est que c'était justement les groupes plutôt qui a suivi la formation déjà, écoute, ce que j'ai fait à la maison déjà, ça m'amène à être créatif, donc je transpose ça. Ces groupes, il a presque fait le double des nouvelles actions dans leur business par rapport à l'autre groupe. Parce qu'on les faisait tester ça, de faire des choses dans leur business, prendre des notes et nous revenir. Mais en plus de ça, et c'est ça qui nous a un peu choqué même à l'époque, là, c'est que les groupes aspirationnels, en plus de générer moins de nouvelles actions, ce qu'on appelait des micro-expérimentations dans leur business, ces groupes-là, en fait, ils ont fini l'accompagnement en ayant la perception qu'être créatif et innovant, c'était pas si bon. Donc, c'est-à-dire, ils ont réduit leur perception positive d'être créatif et innovant. Dans d'autres mots, c'est qu'ils ont suivi cette portion plutôt aspirationnelle, ont fini encore un peu pire que quand ils ont commencé. Donc ça, quand on a découvert ça, pour nous déjà, ça nous a choqué un peu, mais ça choquait encore plus les acteurs locaux avec qui on travaillait. Parce que ces acteurs locaux, eux, ils se disaient au début, on a dû nous battre avec eux pour dire il faut former avec les 2 formations parce qu'on veut tester. C'est une approche recherche.
Et ils ne voulaient pas parce qu'ils disaient non, mais nous, ça fait 20 ans qu'on forme avec l'approche aspirationnelle et ça donne des résultats. Et on les demandait, mais comment vous savez que ça donne des résultats? Et beaucoup des réponses qu'on avait, c'était parce qu'on est très bien évalué dans ces approches, dans notre accompagnement. OK. Mais ils n'avaient jamais testé l'autre approche. Exactement. Ils n'avaient pas testé non plus quel était l'impact de ça. Ouais. OK? Et donc, avec ça, on arrive avec ces résultats-là. Et donc, c'est quoi que le développement international des jardins va faire? Ils vont reprendre cette formule, ils vont les mettre à l'échelle. Okay. Et donc, pour les autres 4 ans des projets, ils vont les mettre à l'échelle. Ils vont, en fait, faire en sorte qu'il y ait 8000 et quelques entrepreneurs ruraux vont passer à travers ces formes de formations-là, donc en ayant un impact énorme. Et ça, pour compléter un peu nos phases, là, comme je disais, il avait les 3 premières phases, la première exploratoire, la deuxième de co-construction, la troisième d'études randomisées, et une 4e qui ont revenait un peu sur le terrain pour voir de façon qualitative, faire des entrevues, savoir ce qui ont changé le plus, pourquoi, pour comprendre un peu ça. Et donc, ça générait un impact énorme sur le terrain. Pour nous, toutes ces données, on les a capturées, ça nous a permis de faire des publications. Donc là, les données de ces projets-là, ils viennent d'être publiés dans un article au Journal of Business Venturing. Aussi, ça nous a rendu un prix à l'Academy of Management Meeting à cause du projet, un peu les papiers qu'on a fait sur les projets. Et justement, c'est que c'est intéressant dans ces projets, c'est que je les raconte selon ma perspective, parce que nous, on gérait les projets, mais on avait plusieurs chercheurs d'autres universités qui étaient impliqués. Donc, on avait Charlene Zietsma, qui était à Penn State à l'époque, qui maintenant c'est à l'Université de Michigan. Il avait Angélique Islat-Chance, qui était à l'Université d'Alberta. Il avait Geoff Kristruck, qui est ailleurs à Toronto. Et donc ça nous a donné un peu comme une première méthode de travailler avec eux. Desjardins aussi a vu ça, il s'est dit, écoute, c'est intéressant. Ça nous donne plus de crédibilité aussi pour arriver et dire, voilà notre approche. Il peut fonctionner éventuellement, il peut donner des résultats. Et c'était vraiment du gagnant-gagnant. On a parfois parlé du gagnant-gagnant, mais là, je voyais vraiment du gagnant-gagnant. Eux, ils avaient un résultat tangible pour eux. Avec nous, on avait les données pour faire notre recherche. Ça nous permettait d'avoir un impact sur le terrain. Et cette première expérimentation-là, ça a eu un effet incroyable sur nous. Pourquoi? Parce que ça nous a permis à la suite d'aller chercher plusieurs subventions de recherche dans des agences de recherche ici au Canada. Ça nous a permis de faire des projets ensuite avec eux en Tunisie, en Colombie, en Haïti. Ce qui nous amène aujourd'hui à avoir avec eux 3 autres grands projets en cours. Un autre en Haïti pour travailler avec des femmes entrepreneurs. Un autre au Sénégal pour travailler avec des femmes entrepreneurs et l'adoption des technologies issues des énergies renouvelables. Il y a un autre qu'on va commencer bientôt au Bénin, qui c'est aussi pour travailler avec des femmes entrepreneurs. Donc, tous ces projets-là, en fait, ces projets initiaux et cette méthodologie nous a permis de bâtir un programme, en fait, de recherche, impact, intervention. Tu peux imaginer que tout ce qu'on a fait, je l'intègre énormément dans mon enseignement, dans des cours qu'on donne, dans du contenu qu'on va générer, dans des cas qu'on génère, dans des matériels pédagogiques. Et cette méthodologie qu'on a mis en place aussi, ça nous a permis de bâtir plusieurs autres programmes à l'intérieur de Polydeos pour les passages à l'action, qu'on mène aujourd'hui dans les contextes montréalais et québécois aussi. Donc, c'est un projet qui a été assez structurant et qui continue à être assez structurant. Et ce que je voulais insister beaucoup sur ces projets, c'est que c'est justement un projet dans lequel nous, on prend la responsabilité avec Desjardins des résultats. C'est-à-dire, on ne prend pas une approche juste de venir évaluer ce qu'ils font et dire s'ils font bien ou ils ne font pas bien.
Okay. Nous, on est aussi un acteur qui est impliqué dans les décisions. Okay. Et donc, on est responsable aussi quand ça va mal. On est responsable. Et moi, je trouve que ça, c'est bien. Parce que oui, on a un rôle de, créer les données, créer la connaissance, mais aussi, je pense qu'il faut qu'on s'implique aussi avec eux parce que ça crée plus de confiance, plus de collaboration entre nous, là, qu'on est là ensemble pour développer ces projets. Et ça, c'est une approche que je pense que c'est intéressant et que j'encourage beaucoup aux gens d'aller de plus en plus, pas juste dans une approche évaluative, mais aussi essayer de s'élancer sur le terrain avec ces organisations. Génial, génial. Merci beaucoup, Luciano, pour la grande quantité d'informations très précises et très détaillées que tu nous as données. Je pense que ça va être une immense source d'inspiration. Déjà, moi, je suis très inspiré, notamment dans ma façon de conduire la recherche et dans ma façon de présenter justement les enjeux de durabilité dans la salle de classe. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui, pour une première phase. Je vois ma productrice qui est en train de me faire des signes de main. On va s'arrêter là pour la première partie et on se donne rendez-vous pour une deuxième partie où tu pourras justement nous parler des enjeux d'inégalité, des actions qui sont mises en place pour lutter contre la pauvreté et aussi les aspects de gouvernance, parce que justement ESG, environnement, social et gouvernance, qui permettent justement d'embrasser ces enjeux de durabilité. Merci beaucoup, Super. Luciano. Et Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anicette.